Merci. Très heureux d'être parmi vous, toujours heureux d'être dans un établissement universitaire, au contact de ceux qui font et qui feront la Tunisie de demain. Toujours heureux de partager un peu mon expérience, mon parcours, mes analyses et d'échanger avec vous. Je n'ai pas l'intention de donner une conférence magistrale. Je crois que je ne tiendrai pas longtemps. D'abord, je n'aime pas cela. Et puis, je pense que les étudiants, les enseignants ne souhaitent pas une conférence magistrale. Je vais essayer pas nécessairement de m'astreindre aux termes de référence que vous m'avez fixés là, parce que présenter le budget de l'État, il aurait mieux valu appeler un responsable du ministère des Finances, vous le présenter. Il aurait été plus compétent, plus convaincant que moi. Moi, je vais donner plutôt ma lecture de la loi de finances, du budget de l'État, que le gouvernement nous propose pour l'année 2020. Ce n'est pas nécessairement une présentation exhaustive de cette loi de finances ou de ce budget. On parle souvent de budget de l'État, mais aussi de loi de finances. Ce sont deux choses qui vont l'une avec l'autre. Et comme on s'adresse à des étudiants dont certains sont dans des cursus financiers ou de gestion, j'ai envie de poser la question aux étudiants, comment ils définiraient la loi de finances? Pourquoi les finances ont-elles besoin d'une loi? Est-ce que parmi vous dans la salle, il y a des gens qui savent ce que c'est qu'une loi de finances? Parce que je vais peut-être commencer par expliquer ce que c'est qu'une loi de finances et pourquoi on parle de loi et pourquoi loi veut dire passage devant le Parlement ou devant l'Assemblée des représentants du peuple. Pourquoi a-t-on besoin, pour parler de finances, pourquoi a-t-on besoin d'une loi? La loi de finances est une véritable loi que le Parlement vote. Et il vote quoi? Cette loi traduit le budget de fonctionnement et d'investissement de l'État pour l'année à venir. Et en fait, une loi de finances, c'est un moment solennel où le gouvernement se présente devant l'Assemblée des représentants du peuple pour lui dire « Voilà ce que j'entends faire pour l'année qui vient, voilà ce que j'entends dépenser comme argent, voilà comment j'entends le dépenser et voilà d'où je pense ou d'où je vois comment mobiliser cet argent que je vais dépenser. » Et le gouvernement dit au Parlement, et je vous demande l'autorisation, de me donner l'autorisation à la fois de faire ce que j'entends faire, de dépenser ce que j'entends dépenser et de mobiliser l'argent tel que j'entends le mobiliser. Donc une loi de finances est une autorisation qui est demandée par le gouvernement aux représentants du peuple pour à la fois approuver un programme, approuver des dépenses et approuver les modalités de couverture de ces dépenses. Tout cela vient d'une philosophie simple en démocratie qui consiste à dire que l'argent que dépense le gouvernement, c'est l'argent du peuple. Et il le dépense pour le peuple. Donc il a besoin d'une autorisation du peuple pour le faire. Et cette autorisation se fait à travers les représentants du peuple, à travers donc l'Assemblée des représentants du peuple. Voilà pourquoi on parle de loi des finances et pourquoi la loi de finances est souvent liée, est articulée avec le budget de l'État. Cette introduction n'est pas
théorique, n'est pas formelle. J'ai voulu, en l'exposant, en vous disant cela, insister sur le fait que tout ce que le gouvernement fait, il le fait dans le cadre d'une démocratie pour le peuple, et il le fait avec l'argent du peuple, et il a besoin pour cela de l'autorisation du peuple. Nous avons tendance à l'oublier, parce que nous avons tendance à penser que le gouvernement est au-dessus du peuple, que le gouvernement décide, que le gouvernement dirige, que le gouvernement est dans une autre sphère et que nous, citoyens, nous subissons. Ce n'est pas la compréhension de la démocratie. Nous avons à faire ensemble l'apprentissage de la démocratie et cela passe par une meilleure compréhension des mécanismes financiers que le gouvernement utilise et qu'il utilise au service du peuple. Maintenant, si nous en revenons à la loi des finances 2020 et au budget de l'État qui sous-tend cette loi de finances, ma lecture de cette loi de finances, j'ai d'abord commencé par les grands agrégats. Le gouvernement s'adresse à l'Assemblée des représentants du peuple en lui disant « En 2020, j'entends dépenser 47 milliards de dinars. » 47, comme on parle tous en milliards de millim, et les gens ont du mal à parler en milliards de dinars et les confusions sont multiples, mais pas au niveau d'un auditoire comme celui-ci. Si je m'adressais à la télévision, c'est ce que je faisais hier soir, le journaliste, l'animateur me disait il faut leur dire 47 000 milliards, parce que c'est les gens, quand il y a 1 million de dinars, ils disent 1 milliard. Il a acheté une maison à 1 milliard, ça fait rêver, mais en fait c'est 1 million de dinars. Bon, mais, donc si on parlait le langage de la rue, le langage quotidien, on dirait que le gouvernement entend dépenser 47 000 milliards, 47 milliards de dinars. C'est beaucoup d'argent. C'est d'autant plus beaucoup d'argent que ce chiffre est à rapporter à la loi de finances qui a été votée il y a 1 an à peu près. Il y a 1 an, le gouvernement s'était adressé à l'Assemblée des représentants du peuple en disant « Donnez-moi l'autorisation de dépenser pour l'année 2019 40 milliards de dinars. » Donc en 1 an, l'appétit de l'administration, du gouvernement, est passé de 40 à 47, c'est-à-dire une augmentation de 15%. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui, dans la salle, ailleurs, par ces temps de vaches maigres, augmentent leurs dépenses de 15% par an. Donc ça, c'est une première remarque. Surtout que la croissance, on nous parle de croissance, la croissance économique aujourd'hui est plutôt en berne et que sur les 9 premiers mois de l'année 2019, la croissance économique aura été de 1,1% en glissement annuel, c'est-à-dire en période comparée par rapport à la période de l'année dernière, la même période de l'année dernière, le volume des richesses créées par le pays, par la collectivité, a augmenté par rapport à l'année dernière de 1,1%. Bien sûr, il faut rajouter à cela le glissement des prix, l'augmentation des prix, qui aura été à peu près de 6,7%. Donc, entre augmentation des prix et croissance réelle, il y a eu une augmentation de 7,8%. L'État accroît ses dépenses de 15%. Donc, c'est au double de l'augmentation de la richesse produite dans le pays. C'est un premier élément qui interpelle. Deuxième élément de présentation toujours très globale de la loi des finances, c'est que sur les 47 milliards de dinars que l'État entend dépenser, 19 milliards de dinars correspondent à la masse salariale de l'administration. 19 milliards de dinars correspondent à la masse salariale. C'est beaucoup d'argent. Et en volume, mais aussi de manière relative, en proportion du budget de l'État,
la masse salariale s'accroît très vite et prend une place de plus en plus importante dans le budget de l'État. Donc, deux premières conclusions. Un, le budget de l'État va plus vite que la croissance globale du pays. Et donc, le budget de l'État correspond à une partie des richesses créées dans le pays. On a l'habitude de rapporter le volume du budget de l'État au PIB, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut étant la somme de toutes les productions, de toutes les valeurs ajoutées créées en une année. Donc, sur l'ensemble des valeurs ajoutées créées en une année, l'État prélève une partie qui est de plus en plus importante. Ce qui m'amène à dire que le coût de fonctionnement de l'État aujourd'hui est de plus en plus cher, pèse de plus en plus lourd sur la collectivité, correspond à une ponction de plus en plus importante de la richesse produite dans le pays. Et dans le cadre de cette ponction, la partie réservée au salaire est de plus en plus importante. Autre remarque, dans la présentation globale du budget de l'État et de la loi de finances 2020, au-delà de la base salariale, il y a quelques autres postes qui pèsent de manière conséquente. Le poste le plus lourd après, c'est le service de la dette, c'est-à-dire ce que la Tunisie doit rembourser, ce que le gouvernement tunisien devra rembourser en 2020, aussi bien en intérêt qu'en principal, des crédits qu'il a contractés, aussi bien sur la scène intérieure qu'à l'échelle internationale. Pour 2020, l'État entend rembourser, selon l'échéancier des crédits qu'il a, entend rembourser 11,7 milliards de dinars, 11 700 milliards de remboursements de dette. Donc si on rajoute 11 700 aux 19 000, on est un peu plus de 30,7 milliards de dinars sur les 47. Et ce service de la dette est lui-même de plus en plus important. Et d'année en année, il s'alourdit. Si nous comparons à la loi de finances votée il y a un an, l'État nous disait « je vais rembourser en 2019 un peu moins de 8 milliards de dinars ». Dans la réalité, il va rembourser plus que les 8 milliards qu'il nous annonçait, il va rembourser autour de 9 milliards de dinars. C'est beaucoup la différence. C'est 1000 milliards dans le langage du quotidien, de notre quotidien à tous. Il va rembourser un peu plus de 9 milliards de dinars et ce montant passe en 2020 à 11,7 milliards. C'est pour se mettre derrière un bureau. Mais la bonne gouvernance et la bonne gestion voudraient qu'on leur donne un peu plus, qu'on leur donne un ordinateur, des logiciels, des formations, qu'on leur donne du papier, des stylos, etc., etc. C'est tout cela le fonctionnement des services. Eh bien, le fonctionnement des services est un poste qui est à 1,8 milliard de dinars. Et si nous regardons de plus près là-dedans, sur les 1,8 milliard de dinars, le gouvernement a mis a fait une petite surprise. En fait, un poste, il l'a mis là pour ne pas le mettre ailleurs, alors qu'il ne devrait pas être là. Il a mis 200 millions de dinars, c'est-à-dire 200 milliards, qui viennent dans le poste global de fonctionnement des services et qui correspondent à une indemnité de rentrée scolaire pour les professeurs de l'enseignement secondaire. Il l'a mis dans le fonctionnement des services alors qu'elle devrait être dans la masse salariale. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la masse salariale, la Tunisie, qui aujourd'hui vit au rythme de ces accords
avec les grands bailleurs de fonds internationaux, et notamment de ces accords avec le Fonds monétaire international, s'était plus ou moins engagé à ce que la masse salariale n'excède pas 15% du PIB, du produit intérieur brut. Donc, il y a certains artifices qu'on utilise pour ne pas faire apparaître que la masse salariale explose. Déjà comme ça, elle est à 19,030 milliards de dinars. La masse salariale est déjà à 15,2% du PIB. Donc déjà, on n'a pas respecté. Si on rajoute tous les postes qu'on a essayé de dissimuler par-ci, par-là dans le budget de l'État, la masse salariale rapportée au PIB serait à 15,5%, et je pense qu'on se ferait tirer les oreilles. Donc, dans le fonctionnement des services, il y a 200 millions de dinars qui ne devraient pas être là, qui devraient être dans la masse salariale. Et le véritable fonctionnement des services n'est que de 1,6 milliard de dinars et pas 1,8 milliard de dinars. Je rajoute le dernier poste qui reste, c'est un poste qui désormais, je dis désormais parce que la nomenclature du budget de l'État a changé en 2018, en fait, elle a changé en 2019. Oui, c'est ça, 2019, elle a changé. Et on ne parle pas, avant, on ne parle plus maintenant de titre 1 et de titre 2 du budget. Le titre 1 étant réservé aux dépenses de fonctionnement et le titre 2 étant réservé aux dépenses d'investissement. Aujourd'hui, la classification est différente et je pense que Sianis, plus technicien que moi, va vous parler de ces aspects techniques. Le dernier titre, donc le dernier chapitre, c'est les dépenses à caractère de développement. On appelle cela maintenant, on ne parle plus de titre 2, mais de dépenses à caractère de développement. Et quand je regarde avec un œil, non pas de comptable, mais d'économiste, qu'est-ce qu'il y a dans ces dépenses à caractère de développement, eh bien, je suis surpris, et je partage ma surprise avec vous, d'y trouver des dépenses de nature très différente. On y trouve des dépenses liées à des projets, des dépenses d'investissement réellement. Elles sont multiples. Il s'agit de terminer telle route, il s'agit de continuer tel autre projet d'assainissement, telle centrale électrique ou tel investissement à la charge de l'État. Et cela correspond à 2,9 milliards de dinars sur un total des dépenses à caractère de développement de l'ordre de 6,8 milliards de dinars. Mais le plus gros, donc presque 4 milliards de dinars, correspondent à des interventions de l'État pour lesquelles j'ai beau me gratter les méninges, je ne vois pas de caractère de développement. Et je vais vous en citer quelques-unes de ces dépenses-là pour étayer mon propos. J'ai lu cela comme un poème à la Prévert, et j'ai trouvé, par exemple, qu'il y ait question de excès, je le dis en arabe tel que je l'ai lu dans la loi de finances, et ensuite je traduirai pour ceux non arabophones dans l'assistance, excès silk أعوان وزارة المالية الفلاني ولا excès silk أعوان وزارة الداخلية الفلاني, c'est-à-dire dépenses d'habillement d'un corps du ministère de l'Intérieur ou d'un corps du ministère des Finances. Je ne doute pas personnellement de la pertinence de ces dépenses d'habillement. Mais quand on met 40 et 60 millions de dinars et qu'on les comptabilise surtout dans des dépenses à caractère de développement, j'ai beau me gratter les méninges, je ne vois pas l'aspect développement du fait de faire porter une tenue à un corps déterminé qui a certainement besoin de porter cette tenue-là pour pouvoir exercer dans la sérénité ses fonctions souveraines. Il y a d'autres dépenses également qui sont, par exemple, les ouvriers des chantiers, leur salaire est comptabilisé au niveau de ce grand poste
de dépenses à caractère de développement. Pour moi, c'est une pilule pour traiter socialement un problème grave qui est le problème du chômage et le problème du déséquilibre régional. Donc, encore une fois, je ne mets pas en cause, mon propos n'est pas aujourd'hui de discuter de la pertinence ou non de ces dépenses, mais de leur inscription ou non au titre de dépenses à caractère de développement ou au titre qui me paraît plus pertinent à caractère de salaire et de masse salariale. Dans les deux cas, que ce soit l'habillement, que ce soit les salaires des ouvriers des chantiers publics ou des chantiers d'intérêt général. Voici ma lecture globale. Avant de terminer, je voudrais dire que ces dépenses à caractère de développement, qui, elles, sont censées préparer des lendemains meilleurs, préparer une meilleure compétitivité pour nos entreprises, préparer un meilleur climat des affaires, préparer une infrastructure dont nos entreprises ont besoin, surtout dans leur partie relative au projet, les 2,9 milliards de dinars. Je voudrais rapporter ce chiffre à un autre chiffre que tout le monde a oublié, qui est le volume des investissements prévus par le plan quinquennal 2016-2020, dont plus personne ne parle. Or, nous sommes en plein dans le plan quinquennal 2016-2020. Dans ce plan, l'État prévoyait un volume d'investissement sur les 5 ans, ce qu'on appelle la formation brute de capital fixe, de 120 milliards de dinars, dont la moitié à la charge de l'État et la moitié à la charge du secteur privé. La moitié à la charge de l'État, ça veut dire 60 milliards de dinars sur les 5 ans à la charge de l'État. C'est-à-dire en moyenne, sachant que ce n'est jamais une moyenne, on commence bas et on augmente petit à petit. Et comme là, on arrive à la dernière année du plan, on devrait être à un montant largement supérieur à la moyenne, mais restons-en à la moyenne. En moyenne, l'État devrait, d'après le plan, qui lui aussi a été voté par une loi, mais qu'on a oublié, en moyenne, l'État devrait investir en 2020, au minimum, 12 milliards de dinars, c'est-à-dire le 5e des 60 milliards de dinars. 12 milliards de dinars que je rapproche du chiffre réservé aux investissements dans la loi de finances 2020, qui est de 2,9 milliards de dinars, c'est-à-dire nous serions, dans le meilleur des cas, si nous réalisons le budget de 2020, nous serions à un peu moins de 25% de ce que devrait être le niveau d'investissement dans le pays. Mais en fait, malgré une explosion du budget de l'État, tel que je l'ai décrit tout à l'heure à 15%, malgré une explosion du budget de l'État à 15%, les contraintes qui s'imposent à l'État et qui sont relatives soit à des dépenses incompressibles telles que la masse salariale ou à des dépenses non négociables telles que le remboursement de la dette font qu'il y a de moins en moins de marge de manœuvre à l'État, entre les mains de l'État, pour impulser de nouvelles politiques proactives pour le développement. Et la variable d'ajustement, le bhim l'aqsir, c'est le volume de l'investissement qui se réduit comme une peau de chagrin, alors que le pays a besoin plus que jamais d'une relance économique. Et je terminerai en disant, ma lecture de cette loi de finances et de ce budget de l'État est que ce sont des documents strictement comptables où le gouvernement a essayé de boucler un budget où les dépenses se sont imposées à lui et de trouver les recettes et de les compléter par un volume d'endettement de manière à équilibrer l'équation. Alors qu'une loi de finances devrait traduire une vision, un projet, des orientations pour relancer, on n'en est pas là. Mais est-ce que le gouvernement pouvait le faire? Je ne pense pas. Pour un gouvernement sortant, pour un gouvernement qui gère des finances publiques de plus en plus sous contrainte, il n'avait pas le choix de le faire.
Je souhaite beaucoup de plaisir et beaucoup de chance au gouvernement qui va prendre la suite des événements, parce qu'il va se retrouver avec une loi de finances qui s'impose à lui, dont les contraintes sont majeures. Il peut avoir une autre vision, une autre ambition, ça sera difficile à réaliser. Tout cela avec des hypothèses qui me paraissent quelque peu optimistes, des hypothèses de croissance, des hypothèses de réalisation d'ajustements majeurs en termes notamment de compensation. Deux hypothèses que je cite rapidement, et je m'arrêterai. La première hypothèse, c'est qu'on prévoit une croissance supérieure à 3,1% en 2020, alors que la croissance est à 1,1% à la date d'aujourd'hui. Je ne vois pas quel est le miracle qui va faire qu'on va sauter de 1,1 à 3,1, première chose. Deuxième chose, une hypothèse de réduction des interventions de la caisse de compensation. Le gouvernement prévoit dans la loi de finances qu'il y ait en 2020 4 ajustements des prix des carburants, un ajustement tous les trimestres, sachant que le gouvernement qui a préparé cette loi de finances n'a pas été capable de faire un seul ajustement en 2019. Pas un seul. Il en prévoit 4 sur 2020. Bonjour les dégâts, bonjour le mécontentement social, probablement lié à ces ajustements-là. Et je m'arrête là, je crois que j'ai été un peu long. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Latécourté, pour cette très belle intervention. Donc, le projet de loi de finances 2020 prévoit engager un nouveau gouvernement. Donc, je crois qu'on aura un autre rendez-vous dans quelques mois, d'ici mars-avril, pour parler de la vraie loi de finances complémentaire de 2020. Avant de commencer de parler de la fraude fiscale, je veux vous poser une question. Qui parmi vous, vous levez les mains, qui parmi vous a déposé sa déclaration annuelle d'impôt de 2018? Quel sera des barques? Ça, c'est inférieur à la moyenne nationale. Vous savez que vous avez l'obligation de déposer vos déclarations fiscales à partir de l'âge de 18 ans. Donc, vous n'êtes plus assez jeune. Vous avez cette obligation. Je sais que les gens, généralement, déposent leur déclaration quand ils veulent acheter une voiture ou quand ils veulent avoir un permis de bâtir. Voilà. Mais, je vais parler de trois points rapidement. C'est quoi la fraude fiscale? Quelles sont ses causes? Et comment la combattre? Alors, pour définir la fraude fiscale rapidement, c'est un détournement, bien sûr, illégal. Donc, quand on dit fraude fiscale, on parle de jérime. C'est quelque chose qui est illégal. Donc, frauder le fisc, c'est ne pas contribuer aux cotisations publiques. Donc, il faut distinguer entre la fraude fiscale et d'autres termes qui sont proches, comme par exemple l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale n'est pas interdite. Ça veut dire quoi une optimisation fiscale? C'est exploiter les avantages, les incitations, parfois même, disons, certaines interprétations de la loi pour diminuer l'impôt à payer. On est en Tunisie champion dans les deux, la fraude et l'optimisation. Quand on dit fraude fiscale, c'est combien la fraude fiscale? Alors, la moyenne mondiale, d'après l'OCDE, parle de 22 à 25% de revenus qui devraient aller normalement aux États, aux différents États de la planète, qui sont détournés, qui ne sont pas payés. Les champions du monde, Thaïlande, Égypte et Bolivie, sont à peu près 70%. La moyenne européenne, elle est de
22,5% en 2014, elle était de 22,6% en 2003. Vous voyez l'évolution, ça veut dire qu'il y a eu un effort de la part des législateurs et des États européens pour lutter contre la fraude. Et cet effort continue, les paradis fiscaux, la levée du secret bancaire, même la Suisse a accepté finalement de céder surtout à la pression américaine et européenne. Alors, les champions de l'autre sens, et moi-même quand j'ai fait la recherche, j'étais surpris par les USA, les États-Unis, qui sont les meilleurs en termes de fraude fiscale. J'étais surpris parce qu'ils sont quand même organisés. Hein. C'est contre ce qu'on a comme a priori qui vient des films d'action. Il y a la Suisse aussi, 6,9%, et ça veut dire qu'on ne peut pas, comme le risque zéro n'existe pas, la fraude fiscale ne peut pas être nulle. Donc il y a toujours un petit quelque chose. En Tunisie, alors, la question qui se pose, on est à combien? Tout à l'heure, madame, en parlant en off, a parlé du chiffre de 54%. Ce n'est pas le chiffre réel, parce que 54%, ça concerne plutôt le taux des Tunisiens travaillant dans l'informel. C'est le nombre de Tunisiens qui travaillent dans l'informel. Donc ce n'est pas le nombre, ce n'est pas l'économie informelle, parce que ce n'est pas une règle de 3 en fait. Ce n'est pas parce qu'on a 50% de la population qui n'est pas déclarée ou qui ne paye pas de cotisation sociale que 50% de l'économie, du PIB est dans l'informel. Donc, mais les études les plus sérieuses parlent de 13%, voire même de 13 à 30%. Ça, ce n'est pas une fourchette, c'est un râteau, comme il a dit Gad El-Mellah. C'est très loin c'est vraiment très large. Et une des premières remarques que je voudrais avancer par rapport à ça, c'est qu'en Tunisie, on n'a pas d'études assez scientifiques qui peuvent ou qui ont pu estimer l'impact de la fraude fiscale. Et ça, c'est un problème. On a quand même beaucoup d'améliorations à faire dans la base de données de l'administration fiscale, dans notre système de statistiques en Tunisie. Par exemple, jusqu'à maintenant, et je vais parler de quelque chose autre que la fiscalité, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à calculer le taux de croissance régional. ما نعرفوش قداش صفاقس تعمل في التو de croissance وجندوبة قداش تعمل في التو de croissance. On ne peut pas calculer le taux, par exemple, de chômage dans un milieu, dans un contexte أقل من الولاية من الجهة. Donc, عندنا le taux de chômage مثلا نتاع ولاية تونس, mais entre Sidi Hassin Sijoumi et Sidi Boussaïd, ce sont deux marabouts, mais ce n'est pas le même taux de chômage. Alors, autre chose, donc, تكلمت على les problèmes de chiffres. J'ai pris plusieurs exemples là. On parle de 70%, 50%. Parfois, on parle de 3/4 des Tunisiens qui consomment des produits du marché parallèle, etc. Mais c'est vraiment فوضى متاع des chiffres. D'ailleurs, même le ministère des Finances n'arrive pas à nous donner un chiffre qui est assez proche de la réalité. Quelles sont les causes maintenant? Pourquoi on fraude? Pourquoi on fraude le fisc? Pourquoi vous n'avez pas déposé votre déclaration? Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Oui? Une entreprise sur 10 en Tunisie est contrôlée. Une entreprise sur 10. Oui? Il y a de ça. Donc, autre chose. Première chose, c'est disons, c'est une question de sensibilisation, de citoyenneté, parce qu'on n'arrive pas en Tunisie à lier
les services publics avec l'impôt. Mazalna dans notre imaginaire ou dans notre mentalité la notion de risque bilik, c'est نتاع الدولة مش نتاعنا. Autre chose, parce que comme il vient de dire brillamment Sirad El-Med, l'État devient de plus en plus gourmand. قاعد يصرف برشا. 19 milliards par rapport à 47 milliards qui vont au salaire, sachant que vous avez parlé de quelques chiffres qui sont dans le titre 1, l'équivalent du titre 1 d'aujourd'hui, mais il y a d'autres qui sont dans les frais de fonctionnement. Un petit exemple, la sécurité sociale des fonctionnaires de l'État, les qari comptabilité, les charges sociales passent aussi dans le même compte, 64 charges sociales, dans notre budget, on les passe dans les frais de fonctionnement et non pas avec la rubrique ou dans la rubrique adéquate. حاجة أخرى la pression fiscale. شكون شيخ في تونس اليوم؟ اللي ما يخلصش الفيسك. هكا ولا؟ Les régimes forfaitaires, les faux forfaitaires, c'est un très grand problème en Tunisie. Le forfaitaire, normalement, c'est un régime qui concerne les gens qui font moins que 100 000 dinars par an. 100 000 dinars par an veut dire à peu près 300 à 350 dinars par jour. À part quelques exceptions dans certaines régions à l'intérieur du pays, dans la campagne, ما يعملوا الشيفر هذايا. حماس في تونس والناس الكل نعرفوها يعملهم الدخان برك مازلنا ما حكيناش على اللايت وعلى et tout ce bon monde là est dans le forfaitaire. Pour vous donner un chiffre, 650 à 700 000, on a à peu près 700 000 patentes en Tunisie, c'est-à-dire 700 000 identifiants fiscaux, منهم à peu près 400 000 forfaitaires. D'accord? قداش يدخلوا les 400 000 forfaitaires à l'État? 0,58% des recettes fiscales en 2015 ou 2016 d'après la Cour des comptes. Donc, je passe rapidement. Autre chose, on a en Tunisie, on est champion dans plusieurs choses, entre autres le coin fiscal. C'est quoi le coin fiscal? C'est le rapport entre ce que touche un salarié entre ses mains, c'est-à-dire le salaire net, et ce que coûte ce salarié à l'entreprise. Donc, d'accord, vous avez fait comptabilité, fiscalité, hein? Donc, d'accord, le salaire brut, il faut aussi payer la contribution sociale, hein? Ou la contribution solidaire aussi, oui, la CSS. Il faut payer aussi, il faut faire la retenue à la source sur l'impôt. Et donc, quand on a calculé tout le montant qui est ponctionné du salaire, ou retenu du salaire de l'employé, on a trouvé que ce taux est de 33,7%. Ça veut dire que وقت اللي ندخلوا واحد يخدم مليون تكلف على المؤسسة التونسية 1337 dinars. 337 dinars en plus du montant perçu en net. Alors que dans d'autres pays, ça se voit que même dans les pays qui sont les plus fiscalisés au monde, la Suisse, c'est un pays qui est très fiscalisé. La fiscalité elle est très importante, mais le coût fiscal il est de 21,8%. Et donc, cela pousse directement à quoi? À ne pas déclarer les employés ou à ne pas déclarer la totalité du salaire. Autre cause, donc on a parlé du travail non déclaré, on a parlé du marché parallèle aussi, on a un commerce parallèle qui est très développé en Tunisie et le faible dispositif de contrôle, comme vous venez de le dire. Pour information, on a à peu près 1200 contrôleurs pour 11 millions d'habitants. Et donc, alors que d'après la dernière estimation qui est faite par
Marhoum Slim Shaker, on parlait de 7000. 3 ans en arrière, on parlait d'un besoin de 7000 contrôleurs fiscaux. Alors, devant tout ça, l'État tunisien est en train de faire, de s'armer d'un armada de dispositions. Il y en a beaucoup. Hein. Quand j'ai fait le compte en 2015, il y avait à ce moment-là, depuis 2011, il y avait 7 lois de finances, 13 lois de finances, il y avait plus que, j'ai fait le compte, hein, j'ai pris les lois de finances une à une, plus que 525 mesures fiscales, et depuis on a eu une, disons, un festival, pour ne pas dire autre chose, un festival de mesures fiscales, chose qui a vraiment compliqué notre travail en tant qu'expert comptable, en tant que conseil fiscal, en tant qu'entreprise, en tant que contrôleur fiscal. Et ça aussi, probablement, serait, on attend un peu les recherches peut-être qui vont nous confirmer ça, peut-être que la complication du système aussi, disons, pas encourage, mais engendre la fraude. Parce que c'est tellement compliqué que les gens... Donc, il y a eu beaucoup de dispositions. Par exemple, je vais parler de quelques-uns. En termes de contrôle, tout ce qui est traitement de revenus provenant de l'accroissement du patrimoine. اللي ما يسمى بالدرجة التونسية نتاعنا من أين لك هذا اللي تبدلت pendant plusieurs معناها depuis quelques années تبدلت et ça a été renforcé pour dire que même si vous ne déclarez pas, même si on n'arrive pas à vous contrôler pendant l'année ou les années de réalisation de revenus, on peut vous attraper quand vous aurez quand vous allez faire l'investissement, parce que finalement on va les investir. مشينا même لو وجنا على سامي الفهري فك الدليل كملك في 25%. Et je ne plaisante pas, hein, c'est un article qui est fait à la Dili Kemlek. 25% de tout ce qui est gain de loterie, de jeux, etc. On va l'imposer. Les plus-values sur cession de droits dans les sociétés de personnes et de groupements. On les a taxés. La révision de la base forfaitaire. Les forfaits d'assiette, c'est les professions libérales qui payent l'impôt sur une base forfaitaire. Ce n'est pas les forfaitaires, hein. C'est un autre régime, d'ailleurs on fait toujours la confusion entre les deux, c'est un régime de forfait d'assiette. Et donc on a diminué le forfait de déduction de charges de 30 à 20%, c'est pour rendre ce régime moins intéressant. On a essayé de cadrer le forfait. Donc, قلنا إذا كان واحد dans le forfait عطار ولا حجام ولا خضار ولا اللي هو نعطيوه 3 سنين برك يعمل forfait ومن بعد يجي يبروف qu'il est toujours dans le forfait, qu'il n'a pas fait plus que 100 000 dinars, qu'il ne s'est pas agrandi, etc. Sauf que, un an après, on a changé de cette mesure. Au lieu de 3 ans, on a dîné à 4 ans. Et cette année, dans la loi de finances, on veut modifier encore plus cette mesure pour ne concerne que les forfaitaires dans les villes, dans les zones, disons, municipales, parce que même les zones municipales ont été étendues maintenant. Donc, باش نشوفوا شويه الفوضى نتاع les mesures fiscales. Je vais passer parce qu'il y en a plein, mais qui sont tous dans la même. La caisse enregistreuse. La caisse enregistreuse Lyoum. Moi, j'étais aujourd'hui même à l'ARP avec la commission des finances, donc je vais vous raconter quelques anecdotes d'aujourd'hui. On annonce une autre fois, le ministère des Finances annonce que l'entrée en vigueur de la caisse enregistreuse serait faite en 2020. Ça me rappelle Abou Aya.
il est mort 4 fois ou 5 fois. Donc la caisse enregistreuse, chaque année, on va dire qu'on va l'appliquer, on ne l'a jamais appliquée, elle n'intéresse personne, c'est une mesure qui reste habr ala waraq. Les notes d'honoraires. On a demandé aux professions libérales et surtout les médecins et les avocats de préparer des notes d'honoraires. Ils ont refusé. On a fait un forcing, un passage en force. Personne ne l'applique. Aujourd'hui même, ça a été confirmé par l'ordre des avocats, des médecins. À 50 000 dinars. Cette disposition qui date de 2016 a été appliquée. معناها بلغه اخرى يشدوا واحد حال حانوت ولا ناصب في بلاصه وما عندوش باتين دا يخطيهم ب 50 مليون. L'extension des peines fiscales aux dirigeants de fête. معناها اذا كان entreprise عندها ديون مثقله دي ديت كونستاتي وما تخلصهمش و l'administration prouve que le gérant ou les gérants de fête هو اللي خبى الفلوس ولا il les a détournés, il devient responsable avec l'entreprise. L'obligation de porter le matricule fiscal sur tous les documents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un architecte, par exemple, doit mettre son matricule fiscal sur le plan. Sinon, ما ياخذوش الرخصة. اللي حشنا بهم هم المحامين في الإعلامات بالنيابة باش نعرفوهم قداش عملوا من قضايا. D'accord. L'obligation de mentionner dans les factures des cliniques toutes les prestations réalisées. En cas de prestation dans une clinique, il faut payer la clinique. Et c'est la clinique qui va payer les médecins. Dans la pratique, communication de l'information sur les opérations réalisées par les professionnels libéraux avec les institutions publiques. Donc, l'État tabath chaque trimestre un état détaillé de toutes ces opérations avec les professionnels, avec les architectes, les ingénieurs conseils, les avocats, etc. Allez, c'est pour pouvoir les contrôler par la suite. Mais en 2017, في بالي قلقتوا حتى احنا les experts comptables قلقنا زاد كل عام des dizaines de mesures. Je passe rapidement. Je vais passer à... Allez, 2019, on va les passer. Levée de secret professionnel. La loi de finances de 2020, rapidement. Il y a مش كبيرة برشا, mais فيها quelques sous le contrôle du procureur de la République. Mais c'est une brigade fiscale spécialisée. Elle a eu des formations en Italie, en Belgique, etc. Et voilà, maintenant, on n'aura plus de ce genre de choses, نتاع الدبوات والعباد اللي مخبيه السلعه والعباد اللي تهز في السلعه في النوار اتسيتيرا. وين لقيناهم لا بوليس فيسكال؟ لقيناهم في البياج نتاع مورنيك بجنب الحرس الديواني. واحد على اليمين وواحد على اليسار. معناها ولا un double emploi. Au lieu de faire le vrai travail de واحد ولاو شادين الطرقات. علاش؟ Apport du projet de la loi de finances de 2020. La vérification ponctuelle, c'est autre chose c'est un complément par rapport à la police fiscale. Alors, au lieu de faire un contrôle approfondi, معناها باش نعيط للcontribuable ونعطيه 30 jours renouvelable une fois باش يحضر الcomptabilité نتاعو. Et le contrôleur fiscal a 6 mois pour faire le contrôle sur la période non prescrite qui est de 4 ans plus l'année en cours. Et en cas de défaut, ça va aller jusqu'à 10 ans. L'opération, بكري برك نعرفش شكون فيكم يعطيه الصحة قال une des causes de la fraude fiscale, c'est le manque de contrôle. Donc, si pour chaque opération de contrôle, on va passer 6 mois, on ne peut pas couvrir tout le monde. Et donc, on a renforcé depuis des années le contrôle sommaire. Le contrôle sommaire qui ne touche qu'une seule année. Et aujourd'hui, on veut ajouter un autre type de contrôle qui est le contrôle ponctuel. Ça veut dire qu'on peut faire un contrôle sur un mois. On peut faire un contrôle sur une opération. On peut faire un contrôle quand un contribuable
vient demander une restitution de la TVA ou de l'impôt, au lieu de faire un contrôle approfondi sur 4 ans, alors que le report de la TVA concerne 6 mois. Donc pourquoi on s'oblige de faire un contrôle sur 4 ans alors que ça ne concerne qu'une période assez courte? Et donc on veut créer cette vérification ponctuelle, mais il y a certaines professions qui sont contre cette vérification parce que les délais sont très courts. C'est-à-dire qu'au lieu de donner au contribuable 30 jours pour se préparer et pour préparer sa comptabilité, avec cette vérification ponctuelle, ça va être un délai de 7 jours. D'accord? Donc, وكأنه ثم شوية تخوف من la protection du contribuable. Il y a quelques années, on a dit à l'administration fiscale, quand un contribuable est contrôlé et quand il n'y a pas d'accord à la fin du contrôle, il y a une taxation d'office. Et la taxation d'office, pour pouvoir faire des recours au niveau du tribunal, il faut payer 20% du montant. Donc, c'est quand même une entrave ou une limitation au droit du contribuable pour défendre ses intérêts dans une phase judiciaire. C'est comme si quelqu'un qui a des soupçons qu'il a volé quelque chose, avant qu'il passe faire un appel, il doit passer 20% de la sanction. Hein? Donc, ce n'est pas normal. Donc, l'administration fiscale, quand même, a accepté ou rajat من 20% à 10%, naqsat l'avance. Aujourd'hui, on veut revenir à 20%. نزيد نكمل قبل ما نخلط للconclusion finale. L'administration fiscale قالت ما عادش نعطي les avantages fiscaux, je n'accorde plus d'avantages fiscaux si le contribuable ne s'est pas acquitté de ses obligations fiscales. C'est tout à fait normal. D'accord? Mais quand en globalité, il n'y a pas de grandes dispositions dans cette année. تعرفوا هذا شكون؟ Don Quichotte. Moi, j'ai l'impression que l'administration fiscale fait comme Don Quichotte. Elle est en train de mener une guerre contre la fraude fiscale, hein, avec, primo, on ne connaît pas la vraie fraude fiscale, on ne sait pas comment la chiffrer. Deuxième chose, on n'a pas les bons moyens pour la contrer. هذاك علاش certaines dispositions certaines propositions qui ont été avancées à l'administration fiscale et que je partage avec vous, comme par exemple le modèle de convention sur l'échange de renseignements en matière fiscale qui commence à s'établir en Tunisie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Tunisie peut demander des informations d'autres pays sur certains contribuables. تقول له par exemple أنيس الوهابي قداش عنده ديار في فرنسا. علاش؟ خاطر أنيس الوهابي تونسي. France elle a le droit de demander des informations sur ses citoyens s'ils ont des biens ou des participations. Et ça, c'est très important pour deux choses. Pour lutter contre la fraude et bien sûr pour lutter aussi contre le blanchiment d'argent. La bancarisation de l'économie. تعرفوا شي قداش le taux de bancarisation de l'économie tunisienne? On est un peu plus que 30%. Entre 30 et 40% des Tunisiens ont un compte bancaire. Les autres
payent en espèces, investissent en espèces, يعرسوا en espèces, يهزوا الموسم en espèces, كل شيء en espèces. علاش زاد la bancarisation est difficile en Tunisie? Parce que, contrairement à ce qu'on pense, le système bancaire tunisien n'est pas assez développé. Par exemple, le mobile banking existe dans plusieurs pays africains. C'est quelque chose qui est vraiment très répandu dans des pays. Moi, je l'ai vu au Mali, au Niger, au Sénégal, au Bénin et partout. C'est-à-dire qu'on peut même payer un taxi avec le mobile banking. On peut payer l'épicier avec un mobile banking. En Tunisie, il y a une solution. Je crois que c'est là des moujouds, une solution de mobile banking. Je crois. Même mais personne ne l'utilise. Haja Okhra, le pourcentage de commerçants qui utilisent ou qui adoptent les TPE, hein, la majorité des commerçants ne veulent pas utiliser les TPE. Allez, parce que le TPE est cher. Il y a certaines banques qui vendent avec les petits commerçants jusqu'à 7% de commission. 7%, c'est-à-dire que finalement, on n'a rien laissé aux commerçants. D'accord? Et donc, une des propositions, j'espère que Sirad Izadaï Yaoun Aleh avec ses connexions et son réseau, c'est de rendre ce genre de service, de le mettre dans la liste des services bancaires basiques. Et donc, ça devient gratuit. Autre chose, les big data, ça veut dire quoi les big data? Ça veut dire que normalement l'administration fiscale doit avoir une information assez fine sur les acteurs économiques. Et donc elle peut, par exemple, elle peut déterminer la marge normale d'un commerçant dans tel secteur ou la marge normale d'un industriel dans tel secteur. Et donc elle peut faire des analyses et cibler les commerçants qui sont largement au-deçà de ces marges sectorielles. Et donc, ça devient, c'est-à-dire qu'on s'oriente de plus en plus vers un contrôle intelligent, un contrôle ciblé. Bien sûr, l'amélioration de la relation entre l'administration et le contribuable, ça c'est quelque chose qui est vraiment basique et qu'on devrait faire. La généralisation du commissaire aux comptes, ce n'est pas parce qu'on veut devenir riche en tant qu'expert comptable, mais parce qu'il est établi, pas seulement en Tunisie, mais même à l'échelle internationale, que les entreprises qui sont soumises à un contrôle, au commissariat aux comptes, à l'audit, sont les entreprises les plus transparentes. Et donc, une entreprise est plus transparente, donc elle paye plus d'impôts. Je vais vous poser une question avant de vous laisser la parole pour me poser des questions. Les anglo-saxons ont fait plusieurs recherches sur ce domaine. Ils sont très directs, les anglo-saxons. Ils ont dit quelque chose qui est très simple. Vous voulez lutter contre la fraude fiscale, il y a une seule solution. Il faut rendre le marché formel plus intéressant que le marché informel. C'est très simple. C'est-à-dire que celui qui ne paye pas l'impôt, à l'écart de l'économie, il ne peut pas, par exemple, accéder au marché public. Il ne peut pas bâtir, avoir un permis de bâtir. Il ne peut pas acheter de voiture. Il ne peut pas investir. Il ne peut pas avoir une carte bancaire. Il ne peut pas ouvrir un compte bancaire. Il ne peut pas réserver ses vacances par carte bancaire. C'est ce genre de choses qui vont rendre les gens plus respectueux, disons, par rapport à leurs obligations fiscales. Et donc, ma question est la suivante. Comment faire pour rendre le marché formel plus intéressant que le marché informel pour les Tunisiens? J'attends vos propositions. Et je vous remercie.